Le titre de mon exposé est un petit peu racoleur peut-être, mais je pense qu'il témoigne d'une réalité, ces éruptions volcaniques qui bouleversèrent notre planète. Lorsqu'on parle des volcans, souvent on fait référence à des éruptions volcaniques qui ont certes un impact sur l'environnement local, mais il faut savoir que dans le passé, il y a eu des éruptions extrêmement violentes qui ont eu des conséquences locales, régionales, mais également globales. Et donc, dans cet exposé, je vais essayer de vous faire ressentir ce que peut-être d'autres populations ont pu ressentir à l'époque quand il y avait des populations. Donc on va commencer notre périple par l'étude de cette éruption qui a eu lieu en 2010 en Islande. Le volcan s'appelle l'Eyjafjallajökull et ce volcan qui se situe au sud de l'Islande se présente comme ceci. C'est un volcan qui est recouvert d'une couche de glace, d'une calotte glaciaire d'environ 200 mètres d'épaisseur. Et l'éruption du volcan a débuté le 20 mars 2010 par ce qu'on appelle une éruption fissurale. Alors voici une petite vidéo qui va vous montrer ça. Donc une éruption fissurale sur le flanc est du volcan. On n'a pas ici un cratère bien défini, c'est vraiment une fracture sur le flanc du volcan qui s'ouvre et la lave arrive à la surface. Cette lave est relativement bien dégazée, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de très explosif. Alors, peut-être une définition, on appelle lave le magma qui est arrivé en surface, et le magma, c'est la roche en fusion, la roche liquéfiée qui n'est pas encore arrivée en surface. Donc, ceci sont des fontaines de lave. C'était un spectacle absolument merveilleux, et donc ça a fait le plaisir des Islandais et également des touristes. Ce genre d'éruption, on peut les observer de relativement près. Donc ici, on a le magma qui arrive à la surface, il est partiellement pressurisé, on a une fragmentation du magma, on a des gaz qui s'échappent, mais on n'est pas dans des éruptions de type explosive, on est dans des éruptions qu'on appelle des éruptions effusives, des éruptions fissurales qui produisent des fontaines de lave comme ceci et des épanchements de lave. Alors, jusqu'à là, c'était très agréable à regarder, mais l'éruption fissurale sur les flancs du volcan islandais s'arrête le 12 avril 2010, et moins de 48 heures plus tard, le volcan rentre dans une deuxième phase éruptive, qui est une éruption explosive cette fois. Et donc je vous présente à nouveau une petite vidéo qui vous montre cette deuxième phase de l'éruption explosive de l'Eyjafjallajökull, qui débute le 14 avril 2010. Alors ici, on a un phénomène magmatique, un phénomène éruptif qui est différent. On a ici un magma qui n'a pas eu le temps de dégazer, qui n'a pas eu le temps de perdre ses gaz, et lorsque le magma arrive vers la surface, il y a une surpressurisation du magma, les bulles de gaz ne peuvent plus accommoder la pression, et on fragmente le magma, on casse le magma en petites particules, ce qui va donner des panaches, ce qu'on appelle des panaches, des colonnes éruptives qui sont remplies de gaz et de cendres volcaniques, donc des fragments ici, on n'est plus dans des morceaux de lave, on est réellement dans quelque chose qui est beaucoup plus finement divisé. Et c'est cette deuxième phase de l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010 qui va poser énormément de problèmes au trafic aérien, et je suis sûr que parmi vous, certains ont des connaissances qui se sont retrouvés piégés dans les aéroports à l'époque. Alors, ce qui s'est passé lors de cette éruption, c'est que le panache de gaz et de cendres produit par cette éruption, en raison de conditions météorologiques un petit peu particulières, ce panache de gaz et de cendres a été poussé vers le sud-est et donc est arrivé dans les couloirs aériens européens, donc est arrivé sur l'espace aérien européen. Alors, l'agence européenne pour la sécurité de l'espace aérien a décidé de fermer tous les aéroports, et c'était une mesure qui répondait au principe de précaution. Et la raison là derrière, c'est qu'on sait très bien lorsque un avion rentre dans un panache de cendres, cela peut poser des problèmes gravissimes. Et ceci est un exemple bien connu qui s'est déroulé en 1982. Un vol de la British Airways qui était en route pour Auckland, en Nouvelle-Zélande, a traversé un panache de gaz et de cendres au-dessus de l'Indonésie. L'éruption, c'était l'éruption d'un volcan qui s'appelle le Galunggung.
Et cette rencontre entre un Boeing qui transportait 273 passagers et ce panache de gaz a fait comprendre aux compagnies aériennes qu'il y avait un réel risque. Le capitaine de l'avion, le capitaine Moody, qui était un Anglais, qui est toujours un Anglais d'ailleurs, le capitaine Moody, lorsque les 4 moteurs de son avion se sont arrêtés, il ne savait pas qu'il passait dans un panache de cendres. Et donc il a envoyé ce message, il a fait l'annonce suivante à ses passagers, donc je vous traduis. Mesdames et messieurs, ceci est le capitaine qui vous parle. Nous avons un petit problème. Les 4 moteurs de notre appareil se sont arrêtés. Nous faisons le mieux que nous pouvons pour les remettre en route et j'espère que vous n'êtes pas trop angoissés à cette idée. Alors, tout ça a été dit avec un flegme typiquement britannique. En fait, on peut retrouver l'enregistrement de ce message sur Internet et ce capitaine est absolument exceptionnel par le calme qu'il a conservé durant cet incident. Alors, ce qu'il a fait, il a décidé de faire plonger son avion, en fait, et il a perdu environ 4000 mètres d'altitude en l'espace de 2-3 minutes. Et à ce moment-là, un moteur s'est remis en route, et puis un second moteur s'est remis en route. Il a pu poser l'avion en catastrophe manuellement parce qu'il ne voyait plus rien, tous les pare-brises, les vitres du cockpit étaient complètement rayées. Et c'est lors de l'investigation subséquente qu'on a compris que les cendres volcaniques avaient bloqué les pales de la turbine dans les réacteurs. Alors, suite à ça, l'agence en charge de la sécurité de l'espace aérien européenne a donc décidé, conscient des risques posés pour l'aviation, a donc décidé de fermer l'espace aérien durant l'éruption explosive, la phase explosive de l'Eyjafjallajökull. Alors cette petite vidéo, cette petite animation que je vais vous montrer indique en fait la densité du trafic aérien durant cette période qui va du 15-16 avril jusqu'au 21 avril. Il faut savoir que quotidiennement en Europe, aux périodes les plus intenses du trafic, en été, il y a environ 30 000 vols qui partent et arrivent dans les aéroports européens. Alors ceci vous visualise en fait ce qui s'est passé durant cette semaine du 15 avril. Donc tout ça sont les vols. Et vous voyez qu'autour de l'Europe, sur la France, sur la Grande-Bretagne, rien ne se passe. Tous les vols sont à l'arrêt. Et puis, si vous regardez le petit curseur en bas à gauche, vous voyez la ligne du temps, et on voit, nous sommes là aux environs du 18 avril, toujours pas de vol, l'espace aérien est fermé, l'espace aérien européen. Ça recommence un petit peu, les compagnies d'aviation qui perdent beaucoup d'argent s'impatientent, il y a un lobbying énorme, la Lufthansa envoie un avion de reconnaissance pour montrer qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de passagers dedans, et puis le trafic commence à se redensifier, et on va retourner à la normale, et voilà ce qui se passe au-dessus de nos têtes quotidiennement. Voilà, le 21 avril au soir, l'espace aérien se réouvre et tout repasse à la normale. Alors, cet événement, l'éruption de l'Eyjafjallajökull, a eu des conséquences économiques extrêmement importantes. On estime que les compagnies les compagnies aériennes ont perdu environ 1,7 milliard de dollars. Certains disent 2 milliards de dollars. 100 000 vols ont été annulés, 8 millions de passagers ont été piégés dans les aéroports, et il y a eu bien entendu des dommages collatéraux. Toutes les denrées, les produits exportés par le biais d'avions cargo, certains produits ont dû être détruits. Par exemple, toutes les fleurs qui nous proviennent malheureusement du Kenya ont dû être détruites, environ 10 millions de fleurs ont dû être détruites. Il y a d'autres indicateurs comme ça qui montrent que les conséquences économiques de cette éruption ont été significatives pour l'Europe, et ça met surtout en lumière la vulnérabilité de nos sociétés modernes, hautement interdépendantes, de la mondialisation. On a ici un exemple d'une éruption qui était une éruption modérée, c'est une petite éruption, et qui a eu des conséquences absolument significatives pour notre économie. Alors, ce n'est pas tout. Durant l'éruption de l'Eyjafjallajökull, en avril 2010, on a vu apparaître dans les médias d'autres sources d'inquiétude. Et ces sources d'inquiétude avaient trait à la toxicité potentielle des gaz volcaniques, à la toxicité potentielle des cendres volcaniques pour l'environnement, pour les écosystèmes, mais également pour le bétail, pour les êtres humains. Alors, là derrière, ce qui se cache là derrière, c'est une éruption
bien plus dramatique qui a eu lieu dans un passé relativement proche, toujours en Islande, c'est l'éruption du Laki. Alors on va parler un petit peu de cette éruption, un petit peu beaucoup en fait, parce que cette éruption est considérée comme une des plus grandes catastrophes environnementales des 250 dernières années. Et lorsque le volcan Eyjafjallajökull est rentré en éruption, et surtout lorsque l'éruption a perduré, on a commencé à s'inquiéter, est-ce qu'on va vers un autre Laki? Et vous allez comprendre pourquoi les Islandais, mais pas uniquement les Islandais, les Européens également, ont eu peut-être raison de s'inquiéter à ce moment-là. Alors le Laki, il est situé toujours en Islande, un petit peu au nord-est de l'Eyjafjallajökull, il est représenté là-bas. L'Islande, vous savez, l'Islande est un seul pays volcanique. Et cette éruption a débuté le 8 juin 1783. C'est une éruption qui a duré 8 mois. L'éruption du Laki, c'est une éruption fissurale, c'est une éruption effusive, et la Terre, en fait, c'est ouverte, c'est fracturée sur environ 27 km, et la lave a jailli de cette éruption, et ça a perduré à nouveau durant 8 mois. Alors, évidemment, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les médias que nous avons maintenant, mais il y a un document qui relate cette éruption, qui est un document absolument fantastique, qui a été compilé par un pasteur du village au nom imprononçable, je ne vais même pas m'y risquer. On va l'appeler Klostur, d'accord? C'est juste la fin du nom du village. Et ce village situé à environ quelques 40 km du volcan. Dans ce village, vivait le pasteur John Steingrimsson avec sa petite communauté de quelques centaines d'âmes. Le pasteur Steingrimsson a compilé heure après heure, jour après jour, mois après mois, le pasteur a compilé ses observations dans des cahiers qu'on a retrouvés, qui ont été traduits maintenant, et qui décrit l'évolution de cette éruption, qui décrit les conséquences de l'éruption. Et à la lumière de nos connaissances actuelles, c'est un document qui a vraiment fait comprendre l'impact de cette éruption. C'est une éruption fissurale, c'est une éruption qui a émis beaucoup de lave, on peut toujours voir la lave, mais les impacts sont liés à la production de gaz. Et les gaz, ça ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que 250 ans plus tard, on ne peut pas retrouver des indications qu'il y a eu une contamination de l'environnement. Toutes ces traces ont disparu. Alors, ce que les habitants du petit village de Klostur et son pasteur et leur pasteur, ce qu'ils observaient peut-être, c'était quelque chose comme ça, c'est de nouveau un montage, une reconstitution. C'est une éruption fissurale, 27 km, ça s'est développé progressivement, et donc il y a des évents, il y a environ 140 évents, donc des mini-cratères, si vous voulez, distribués le long de la fissure, qui produisent des fontaines de lave. On estime que les fontaines de lave pouvaient atteindre une altitude de 1 ou 2 km, de 1 à 2 km, et les quantités de magma qui étaient dégorgées, les quantités de lave qui étaient dégorgées sont significatives. Au pic de l'éruption, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois, on estime que chaque seconde, 2 piscines olympiques étaient remplies. L'équivalent de 2 piscines olympiques par seconde était dégorgé, si vous voulez, sous forme de lave. Alors, évidemment, associé à cette lave, à ce magma qui arrive en surface, sont les gaz. Les gaz volcaniques, c'est quoi? C'est beaucoup d'eau, du dioxyde de carbone et, de manière beaucoup plus insidieuse, du soufre, du chlore et pour le Laki, du fluor, qui est un élément potentiellement toxique. Alors, si on compare les émissions de soufre du volcan Laki avec les émissions industrielles, par exemple, annuelles à la surface de notre planète, les émissions industrielles annuelles, grosso modo, c'est 76 millions de tonnes de soufre par an, grosso modo. Les volcans qui sont plus ou moins en activité, qui dégazent gentiment, qui libèrent des gaz gentiment sans être en éruption, ça va de 10 à 50 millions de tonnes de soufre par an, grosso modo. Le Laki nous a amené 60 millions de tonnes de soufre en 8 mois. Ce soufre est associé de nouveau avec des composés chlorés, des composés fluorés, donc ce sont des mélanges qui ne sont pas très agréables à respirer, et on peut lire dans le témoignage laissé par le pasteur Steingrimsson ceci, donc je le lis avec vous.
Cette dernière semaine et les deux avant celle-ci, plus de poison est tombé du ciel que les mots ne peuvent le décrire. Cendres, cheveux volcaniques, pluie chargée de soufre et de salpêtre, le tout mélangé avec du sable. Ici, il fait référence aux émissions de cendres. Il y avait de la lave, mais un peu de cendre quand même. Les museaux, les narines et les pieds du bétail qui broute ou marche dans les pâturages deviennent jaunes et à vif. Toute l'eau est maintenant tiède et fétide. Au fur et à mesure que le feu approche de notre communauté, les plantes, les unes après les autres, brûlent, se dessèchent et deviennent grises. Le pasteur ici fait référence à l'effet toxique des gaz volcaniques qui sont amenés par l'air, mais également par les pluies s'acidifient, et donc on a toute une série d'impacts sur les pâturages, sur les plantes, sur les animaux également. Donc c'est certainement des conditions extrêmement difficiles pour les habitants à ce moment-là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nouveau, durant l'éruption du Laki, en 1783, des conditions météorologiques un peu particulières se développent. Normalement, les vents dominants poussent les gaz, poussent les cendres vers le nord. Malheureusement, à cette époque, de nouveau, pour des circonstances qu'on ne comprend pas encore bien, tout comme le volcan Eyjafjallajökull, les cendres, et ici, de manière plus importante les gaz, ce panache de gaz a été poussé vers l'Europe, et donc on a bientôt observé un brouillard qui a stagné sur l'Europe durant environ un mois. Donc le panache de gaz est arrivé sur l'Europe l'éruption a débuté le 8 juin 1783, et on a environ 2 semaines après, on retrouve des écrits qui indiquent que le panache de gaz est arrivé en Scandinavie, en Allemagne, Tchécoslovaquie, Hollande, la France, et puis il est remonté vers la Grande-Bretagne. Et donc, durant l'été 1783, stagne sur l'Europe un brouillard sec. C'est comme ça qu'il est décrit. Les gens disent à l'époque, ce n'est pas un brouillard humide, c'est un brouillard sec, il y a une odeur âcre, c'est un brouillard qui pique à la gorge. Il fait extrêmement chaud aussi durant l'été 1783. Et peut-être que ce que les populations européennes expérimentaient, c'était quelque chose comme ceci. On ne voyait pas, on voyait à quelques mètres, pas plus loin, et ce brouillard ne bougeait pas. Ce brouillard n'était pas lessivé par les pluies, ce brouillard stagnait. Cette situation a duré 5-6 semaines, c'est pas très clair, mais en tout cas, on a pu retracer l'évolution de ce brouillard en Europe. Alors, il y a de nombreux témoignages de la présence de ce brouillard sec, âcre, acide sur l'Europe, et ceci c'est juste un extrait qui provient du professeur Van Swinden qui était en Hollande, c'était un physicien, et qui écrit ceci: le 24e jour, la brume, le brouillard, apporta avec elle comme compagnon une odeur sulfureuse, très facilement perçue par les sens, qui se répandait à travers tout, même dans les maisons fermées. Les hommes aux poumons délicats connurent cette même sensation, comme s'ils avaient été amenés à proximité des quartiers où on brûle le soufre. Ils étaient alors incapables de contenir une toux dès qu'ils étaient exposés à l'air. Et puis ça continue, on parle alors de l'impact de ce brouillard sur les plantes, sur les écosystèmes, sur l'environnement. Les champs présentaient un aspect très triste. La couleur verte des arbres et des plantes avait disparu, et la terre était couverte de feuilles mortes. On aurait facilement pu croire que nous étions au mois d'octobre ou de novembre. C'est une période où il y a eu des pertes de récoltes significatives. Tout ça n'est pas quantifié, mais on retrouve ce message à travers tous les écrits de l'époque. Donc ça a été une période plutôt pas très agréable à vivre, cet été 1783, et comme je l'ai dit, c'était combiné également avec une vague de chaleur. Alors cette carte vous représente les anomalies de température durant l'été 1783. Tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il fait beaucoup trop chaud, et puis ce qui est bleu, ce sont des températures en dessous des températures normales. Et donc on voit sur la France, sur la Hollande, une partie de la Belgique, la Grande-Bretagne, on voit toute cette zone rouge-orangée qui témoigne vraiment d'un été extrêmement chaud. La question qui se pose est, est-ce qu'il s'agissait d'un été particulièrement chaud, peut-être comme nous en avons connu aussi? Est-ce que c'est la conséquence de la présence du panache de gaz du Laki qui a créé cette anomalie de température, cette vague de chaleur, ou est-ce une conjonction des deux phénomènes? Alors,
des études sont toujours en cours, il y a des études de la modélisation des climats qui essayent de reproduire ce qu'on a pu observer au Laki. Ce n'est pas encore très clair, on n'a pas la réponse finale. Ce qui est sûr, c'est que cette vague de chaleur a causé pas mal de problèmes de santé et on va voir ça. Après cette vague de chaleur a succédé un hiver extrêmement froid. Alors ici, vous avez de nouveau la carte, on regarde dans l'autre sens, la carte montre les anomalies de température. Tout ce qui est maintenant bleu, bleu foncé montre un climat beaucoup trop froid ou des températures beaucoup trop froides comparées à la moyenne des 50 années correspondant à cette époque grosso modo. Et donc, dans certaines régions, on voit que les températures ont plongé 3 degrés en moyenne, il faisait 3 degrés plus froid que la température moyenne durant l'hiver. Alors, de nouveau, on a pu recueillir énormément de témoignages. Ici, c'est Mozart, le musicien, compositeur qui se trouvait à Vienne à l'époque et qui écrit à son père et qui lui dit « Je dois juste encore vous poser une question. Rencontrez-vous maintenant à Salzbourg le même temps insupportablement froid que nous connaissons ici ?» Cette vague de froid qui a succédé à la vague de chaleur, à l'époque, on rapporte qu'on traversait la Tamise en Angleterre sur la glace. On pouvait traverser la Tamise à pied. Après cette vague de froid, il y a eu le dégel et les quantités de neige accumulées sur les sols, les rivières gelées, quand tout ça a dégelé, ça a créé des inondations qui ont eu des effets dévastateurs à Paris, en Tchécoslovaquie également. Tout ça a été, en République tchèque, pardon, tout ça a été est documenté également. Alors, il y a environ une petite dizaine d'années et d'autres études ont suivi, certains scientifiques se sont intéressés à évaluer l'impact sur les populations, l'impact en termes de santé publique de cette éruption du Laki, l'impact lié à la présence de gaz volcaniques toxiques dans l'environnement et également l'impact lié à cette vague de chaleur suivie d'une vague de froid. Alors, ces auteurs ici ont rassemblé, ont compilé en fait les registres de mortalité dans les différentes paroisses, sur 39 paroisses en Angleterre, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a eu un excès de mortalité significative, un excès de mortalité important en Angleterre, et on estime qu'environ 30 000 personnes seraient décédées prématurément. La question est de savoir est-ce que ces personnes sont décédées prématurément en raison de la toxicité, de la dégradation de la qualité de l'air. On a un environnement, une atmosphère qui est polluée par les gaz volcaniques. Est-ce que ces personnes sont décédées à cause de la vague de chaleur? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Tout ça n'est pas très clair. Les études plus récentes ont adopté la même méthodologie et démontrent aussi statistiquement que le même phénomène, le même excès de mortalité est visible en France. Donc, il est clair que l'éruption du Laki a eu des effets néfastes en termes de santé publique, en termes environnementaux également. Ces effets ne sont plus visibles, c'est ça toute la question. Et vous comprenez maintenant que lorsque l'éruption de l'Eyjafjallajökull a évolué, et surtout qu'elle a duré quasi 10 jours, il y a eu des causes, des bonnes raisons de s'inquiéter et se dire mais est-ce qu'on s'en va vers une répétition de l'éruption du Laki? Alors pendant ce temps, alors que l'Europe souffre de cette vague de chaleur, de la dégradation de la qualité de l'air, ça ne va certainement pas mieux en Islande. Et de nouveau, localement, il y a d'autres problèmes qui se posent, et ce sont des problèmes liés ici à la présence de fluor dans les gaz et dans les cendres volcaniques. De nouveau, le pasteur Sten Grimson rapporte ceci: les chevaux ont perdu leur chair, leur peau pourrie. Les moutons sont encore plus affectés, ils ont le corps gonflé de toutes parts, en particulier leurs mâchoires si déformées qu'elles sortent de la peau. Les os et les cartilages sont mous, comme s'ils avaient été mâchés. Alors on pense maintenant que le pasteur fait référence ici à une maladie qu'on appelle la fluorose, et c'est une maladie qui résulte de la surexposition au fluor. Alors tous dans nos dentifrices on a du fluor, ça ne nous pose pas de problème, certains diront que oui. Ici, si vous êtes surexposé au fluor, vous pouvez développer certains types de pathologies qui résultent de la modification de la structure de vos os, si vous voulez. Et ce qui semble s'être passé au Laki durant cette période, c'est une intoxication au fluor du bétail, c'est une intoxication au fluor
éventuellement de la population, ce n'est pas encore démontré. Les eaux sont contaminées, les sols sont contaminés, les plantes sont mortes, détruites par les pluies acides, détruites par le fluor. Et donc l'Islande va rentrer dans une période de famine et ceci va disséminer la population islandaise. Alors la dia suivante que j'ai omis de vous montrer, c'est une photo évidemment qui n'a pas été prise en 1783, c'est une photo qui a été prise après l'éruption du Grímsvötn en 2011, en Islande également, où il y a eu des débuts de problèmes de fluorose, et donc les agriculteurs ici, ou plutôt les éleveurs, ont trouvé des moutons qui ont péri, et vraisemblablement liés à une intoxication au fluor. Donc en Islande, en 1783-1784, l'Islande enterre ses morts. 3/4 du cheptel a succombé, les chevaux, les moutons principalement, et 1/4 de la population islandaise a péri. Ensuite, on a eu une période de famine, et donc il a fallu plusieurs années à l'Islande à cette époque pour se remettre debout. Alors, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Islande ou qui veulent aller en Islande, allez au Laki. Voilà ce qu'on peut voir maintenant au Laki. C'est un paysage absolument fantastique. Et on voit l'alignement de ces cratères, toujours ici sur là j'ai un pointeur, je ne m'en sers pas. Sur la gauche de l'image, voici les cratères du Laki et qui s'étirent le long d'une fracture de 27 km. Alors l'activité du Laki, en fait, aussi spectaculaire soit-elle ou fut-elle, l'activité du Laki, c'est cacahuète. Hein. Ce n'est rien du tout comparé aux grandes éruptions du passé. Ces éruptions qu'on appelle des éruptions de trappe, et ce sont des éruptions qui ont eu lieu dans un passé cette fois lointain. On parle de la dernière grande éruption de trappe, c'est 65 millions d'années. Et pour vous donner un peu un feeling des quantités massives de lave qui ont été émises par cette éruption, sur ce diagramme, je vous ai représenté ici, où j'ai représenté à l'échelle la quantité de magma émise par le volcan Eyjafjallajökull. Alors pour ceux qui peuvent le voir, il y a un petit point là, c'est 0,3 km3 de magma, de lave, qui a été produite par l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010. Alors le Laki, ça devient un petit peu plus sérieux, 14,7 km3, 15 km3 de lave ont été produites en 8 mois par l'éruption du Laki. Et puis alors on passe à des éruptions comme celle-ci, c'est l'éruption de la trappe du Décan en Inde. On parle de 1 500 000 km3 de lave qui ont été dégorgés, déchargés par ces éruptions. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en 1 heure, en 2 heures. Les éruptions, ce qu'on appelle les éruptions de trappe du Décan, on pense que c'est une éruption qui a duré maintenant 1 million d'années. 1 million d'années avec des interruptions, des périodes d'activité intense qui pouvaient durer 10 ans, 100 ans, 1000 ans, c'est pas très clair, 10 000 ans peut-être, des périodes d'interruption, un arrêt et puis ça reprend. Au total, l'éruption, on pense maintenant qu'elle a duré 1 million d'années. Mais vous savez, 1 million d'années dans l'histoire de la Terre qui a 4,6 milliards d'années, presque, c'est pas grand-chose. Alors on va parler un petit peu de cette éruption parce que nous sommes bien au chaud ici dans cette salle, mais des éruptions comme ça, elles ne sont pas impossibles. La probabilité est extrêmement faible, mais elles ne sont pas impossibles. On peut avoir une éruption de trappe, comme on les appelle. Trappe, c'est un nom suédois qui signifie marche, et vous allez comprendre, oui, marche comme dans un escalier, vous allez comprendre pourquoi. L'éruption, la trappe du Décan, a laissé, c'est en Inde, et on peut toujours voir ces dépôts, ces coulées de lave qui sont figées évidemment maintenant dans la partie ouest et centrale de l'Inde. Et la petite vidéo ici vous montre à quoi ça ressemble. Alors en fait, il s'agit d'un temple indien qui est creusé dans une coulée de lave qui a été produite par l'éruption de trappe du Décan. Alors voilà une coulée de lave. Alors les trappes du Décan, la superficie qui était couverte par les laves de cette éruption, c'est grosso modo, en tout cas à l'origine, 2,5 fois la superficie de la France. On a des empilements de lave
qui peuvent atteindre 2 km d'épaisseur. Le volume total de magma qui a été produit, de lave qui a été produite, ça correspond, pour vous donner une idée, vous remplissez un tunnel d'ici, de Bruxelles à Paris, qui va de Bruxelles à Paris. Ce tunnel fait 95 km de large et 5 km de haut. Et vous remplissez tout ça de lave. Voilà le volume qui a été produit par cette éruption des trappes du Dekkan. Alors, à l'image du Laki, à l'image de l'éruption islandaise en 1783, ce volcan du Dekkan, je ne sais pas si on peut encore l'appeler juste un volcan, mais ces éruptions qui étaient des éruptions fissurales, ont produit également énormément de gaz volcanique. Et donc, si je reviens sur le diagramme que j'ai présenté dans les dias précédentes, on a toujours les émissions industrielles, les volcans actuels, le Laki. On est à 60 millions de tonnes de soufre injectées dans l'atmosphère par le Laki sur une période de 8 mois, mais ici c'est ramené à l'année. Et puis vous mettez les trappes du Dekkan, on arrive à des quantités absolument astronomiques de soufre. Environ 500 millions de tonnes de soufre ont été dégorgées annuellement, fois 1 million d'années. D'accord ? Alors, il est évident que quand on réfléchit en ces termes-là, on peut tout de suite imaginer les impacts catastrophiques sur l'environnement, les impacts catastrophiques sur les écosystèmes terrestres et marins, une acidification peut-être de l'atmosphère, des quantités importantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère aussi. Ce n'est pas encore très clair si oui ou non ça a contribué à un réchauffement climatique, mais il est clair que notre Terre a été complètement piégée dans des nuages de gaz volcaniques, et ce durant de nombreuses années. Alors, pourquoi on s'intéresse beaucoup maintenant à ces éruptions de trappes? Il y en a eu d'autres, on verra ça. On s'intéresse beaucoup à ça, les paléontologues notamment, parce que cette éruption a eu lieu il y a 65 millions d'années, et il y a 65 millions d'années, qui c'est qui disparaît? Ce sont les dinosaures. Alors, comme vous le voyez, je me suis beaucoup amusé à compiler des vidéos. J'ai trouvé un petit programme formidable. Et donc, voilà à l'époque peut-être ce qui s'est passé pour nos braves dinosaures. Alors, quand je montre ça à mes étudiants, évidemment, ils sont hilars. Alors, celui-là, vous le connaissez. Et voilà peut-être l'atmosphère dans laquelle nos dinosaures se sont retrouvés suite à ces éruptions, l'éruption de la trappe du Dekkan. Alors, il s'agit ici d'une hypothèse, et je suis sûr que certains parmi vous connaissent l'autre hypothèse, qui est la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années résulte d'un impact d'un astéroïde à la surface de notre planète. Et donc, une des questions qui se posent, les trappes du Dekkan en Inde sont-elles responsables de la disparition des dinosaures, ou est-ce qu'il s'agit de l'impact d'une météorite? Je vais passer à la dia suivante. L'impact d'une météorite, on a trouvé le cratère, on l'a daté, c'est un cratère qui se trouve dans la péninsule du Yucatan, le Chicxulub. C'est près du golfe du Mexique, ce cratère fait 180 km de diamètre, je crois, 20 km, on n'entend plus. Vous m'entendez? Oui, voilà. Donc ce cratère fait, si je ne m'abuse, 180 km de diamètre, 20 km de profondeur, et de la même manière, l'impact de cette météorite a pu créer une atmosphère extrêmement délétère pour les dinosaures et pour les autres espèces vivant à cette époque-là, 65 millions d'années grosso modo. Pourquoi? Parce que l'impact de cet astéroïde a généré énormément, a fragmenté la croûte terrestre, la surface de notre planète, et a généré une quantité de particules phénoménales dans l'atmosphère qui ont pu bloquer les rayonnements solaires incidents. On pense aussi qu'il y a eu une vaporisation des roches liées aux températures extrêmement élevées, et on a injecté dans l'atmosphère des quantités de soufre et peut-être d'autres espèces chimiques dans l'atmosphère également, et tout ça a dégradé la qualité de l'air. Alors, comme je le disais, la question qui se pose, c'est qui est le coupable?
les volcans ou les météorites. Si vous êtes européen, en général, on privilège les volcans. Si vous êtes américain, vous verrez dans la littérature scientifique qu'on tente à privilégier l'hypothèse de l'impact d'une météorite, d'un astéroïde à la surface de notre planète. Alors la vérité, comme souvent, elle semble être entre les deux. Et des études récentes en fait montrent que l'éruption des trappes du Décan avait déjà débuté avant l'impact de la météorite. Ça veut dire que les écosystèmes, l'environnement étaient déjà sous stress. On était déjà dans des conditions certainement pas agréables. Et puis il y a eu l'impact. Et ce qu'on constate maintenant par des études à nouveau assez détaillées et relativement récentes, on constate que l'impact de cette météorite a un petit peu chamboulé la croûte terrestre. Et ce qu'on voit, c'est qu'après l'impact, il y a eu une recrudescence de l'activité des trappes du Décan. Et donc il semble qu'il y ait peut-être, la réponse est une conjonction des deux facteurs, l'éruption et les météorites qui auraient sonné le glas de nos braves dinosaures. Et peut-être tant mieux parce que nous ne serions peut-être pas là. Alors, les éruptions de trappes, comme on les appelle, donc ces éruptions qui libèrent des quantités, qui produisent des quantités phénoménales de lave, on en trouve plusieurs. On a des reliques de ces grandes éruptions du passé et on en trouve plusieurs à la surface de notre planète, notamment une éruption qui a aussi libéré, dégorgé des quantités phénoménales de lave, c'est l'éruption de Sibérie, les trappes de Sibérie. Et ce qui est quand même assez particulier, c'est que vous savez qu'on a connu 5 grandes extinctions de masse sur notre planète. Nous sommes dans la 6e et nous sommes responsables. Les taux de disparition des espèces atteignent des valeurs inégalées pour le moment. Mais lorsqu'on compare l'âge à laquelle on a, les âges auxquels ont eu lieu ces extinctions de masse, et qu'on compare ces âges aux âges des éruptions de trappes qui ont été recensées, on voit que pour certains, il y a une très bonne corrélation, c'est-à-dire qu'il y a une coïncidence entre les éruptions de traces et au moins 4 grandes extinctions de masse. Donc ça pose quand même question de savoir, effectivement, est-ce que les volcans, est-ce que ce type d'activité volcanique à la surface de notre planète est responsable de ces grands événements d'extinction de masse. Pour ce qui est des éruptions, de l'éruption des trappes de Sibérie, environ 250 millions d'années, ça correspond à une extinction massive également des espèces. Environ 90% des espèces ont disparu, des espèces marines ont disparu. Et ces trappes de Sibérie sont considérées comme responsables de cet événement d'extinction de masse. Alors, une des questions qui se pose évidemment, c'est se dire mais d'où vient ce magma? Comment peut-on produire autant de magma? D'où vient-il? Est-ce que la Terre se vide? 1 500 000 km3, c'est absolument phénoménal. On a eu d'autres éruptions, comme les éruptions de trappes, absolument catastrophiques également. Et pour ça, il faut faire un bref retour en arrière et comprendre un petit peu la structure de la Terre. Et vous savez que la Terre est constituée d'un noyau solide qui est très riche en fer. Autour de ce noyau, on a quelque chose, un noyau externe qui est plus liquide et qui contient du fer, peut-être aussi du nickel. Et puis on a le manteau. Et le manteau, bon, c'est très caricatural. Le manteau, c'est grosso modo 85%, 84% du volume total de la Terre. Et ce manteau est composé de roches qui ne sont pas liquides, mais qui sont plastiques. C'est-à-dire que ces roches se déforment sur une période de temps suffisamment longue. Ces roches se déforment et agissent en fait comme un tapis roulant pour la dernière couche autour de la Terre qu'on appelle la croûte terrestre. Et la croûte terrestre, elle est fragmentée en plaques, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, et ces plaques sont portées par le manteau qui agit réellement à nouveau comme un tapis roulant. Ça, c'est pour la structure de la Terre. Alors, l'origine de ces grandes éruptions de trappes fissurales, elle provient de la convection du manteau. Ces roches qui sont pas réellement liquides, mais qui sont plastiques, qui peuvent être déformées. Il fait très chaud là-dedans, on a des températures supérieures à 1300 degrés, et il y a une convection de ce matériau, et éventuellement, on va avoir un moment, une fracture dans la croûte terrestre,
dans la pelure superficielle de la Terre, et ces roches, en partie liquéfiées, vont arriver à la surface de la Terre et vont agir vraiment comme une source de magma pour des périodes extrêmement longues, puisqu'à nouveau on peut parler de millions d'années, centaines de milliers d'années. Alors, évidemment, si on a, c'est ce qu'on appelle les panaches mantéliques, donc ces panaches de matériaux qui proviennent du manteau et qui arrivent à la surface de la croûte terrestre, si on produit du magma dans ces zones, on peut arriver aussi parfois à casser la croûte terrestre. Et il est évident que si on produit du matériel quelque part, il faut que le matériel soit consommé ailleurs. Le volume de la Terre, la circonférence de la Terre ne change pas. Et donc, on va passer maintenant à un autre type d'éruption qu'on appelle les éruptions des zones de subduction. Et ceci, c'est pour vous montrer d'où proviennent ces éruptions. Donc, on repart ici avec ces panaches mantéliques qui, éventuellement, vont percer la croûte terrestre. Et dans certains cas, on va voir une séparation, on va briser une plaque tectonique. Et cette plaque tectonique, si on la brise, qu'on refait du volume, il faut bien qu'on consomme du matériel quelque part. Et ce matériel, c'est lorsque la plaque tectonique va aller s'enfoncer sous une autre plaque, et c'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Alors là, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier ici, c'est que lorsque cette plaque ici qui s'enfonce sous une autre plaque qui est là, lorsque cette plaque s'enfonce, ici, on va fondre, on va refaire du magma. Mais ce magma a des propriétés différentes du magma qui provient uniquement du manteau ici. Ce magma est riche en sédiments, il est riche en eau, parce que cette plaque, souvent, c'est une plaque océanique. C'est une plaque au fond des océans qui est chargée de sédiments remplis d'eau. Et ce qu'on voit apparaître ici, c'est un magma avec une composition différente, une composition chimique différente, et un magma qui est extrêmement chargé en gaz. Et ici, on va avoir des volcans qui présentent un type d'activité très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce sont des éruptions explosives, des éruptions extrêmement violentes, mais qui sont d'une durée courte. Alors, la dia suivante vous remonte ceci en animation. On distingue vraiment deux types de volcans, si vous voulez, sur base de ce concept. Donc on a l'arrivée de magma lié à la présence d'un panache mantélique qui va éventuellement fracturer, qui va déchirer une plaque en deux plaques, et chaque partie de la plaque peut aller rencontrer une autre plaque qui est moins dense, qui est moins lourde, et la plaque la plus dense va venir ici glisser, c'est la zone de subduction, va glisser sous une plaque tectonique qui est plus légère, moins lourde, et ici on va générer ce magma. Ces magmas alors vont donner lieu à des volcans qui sont les volcans qu'on se représente habituellement. Et c'est ce qui est responsable, c'est ce processus qui est responsable de la présence de ce qu'on appelle la ceinture de feu, the ring of fire, qui court tout le long de l'océan Pacifique, sur la partie est du Pacifique, sur la partie ouest. C'est vraiment un anneau de feu, si vous voulez, et tout là on trouve des volcans, et ce sont des volcans cette fois explosifs, des volcans avec des magmas chargés de gaz, des volcans qui vont causer d'autres types de problèmes qui en causent maintenant, qui en ont causé dans le passé. Alors ces volcans, maintenant ce sont des, entre guillemets, de vrais volcans, ce ne sont plus des fissures, ce sont des volcans avec des formes caractéristiques qui, pour certains, sont absolument spectaculaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces volcans ? On a un magma qui est chargé en gaz, et tout comme une bouteille d'eau pétillante, si vous ne secouez pas la bouteille, si vous ne l'ouvrez pas, vous ne voyez pas les bulles. C'est exactement la même chose pour un magma qui contient beaucoup de gaz. On a ici, il y a du gaz dissous dans cette partie-ci, mais c'est trop profond. Les pressions sont telles que le gaz ne peut pas être libéré, ne peut pas ce qu'on appelle être exsolvé. Donc ces gaz ne peuvent pas former des bulles. Si la pression dans le système diminue pour toute une série de raisons, on va commencer à former des bulles de gaz. Si vous mettez du gaz dans une
dans un liquide, vous allez diminuer la densité. On va former une mousse, on va former quelque chose de moins dense. Et lorsque c'est moins dense, ça va monter parce que le matériau ici maintenant qui est rempli de bulles est moins dense que le matériau, que la roche encaissante. Et c'est comme ça qu'une éruption explosive va naître, c'est que petit à petit vous accumulez des bulles de gaz ici, et la pression ici à l'intérieur va être telle que elle ne va pas pouvoir, le matériau environnement ne va pas résister à cet excès de pression. On va fragmenter, on va faire éclater le magma pour avoir une éruption de type explosive. Alors, cette photo que je trouve vraiment magnifique, c'était une photo qui vous montre vraiment ce qui se passe. On n'est pas à l'intérieur d'un volcan, on est à la surface d'une coulée de lave, mais c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur du volcan lorsque vous avez une éruption qui va devenir violente, qui va devenir explosive. On a vraiment cette bulle de gaz dont le volume augmente, et éventuellement, le matériau qui entoure la bulle de gaz ne peut plus résister et va être fragmenté en petits morceaux. Vous voyez ici, il y a des très petits morceaux. Plus la pression est grande, plus on va fragmenter, plus on va faire des matériaux très fins. Et éventuellement, on va produire ce qu'on appelle de la cendre volcanique. La cendre volcanique, ce sont des matériaux produits par ce phénomène-là qui sont inférieurs à 2 mm, qui ont des structures variées, c'est en général poreux, mais pas toujours. Tout ça représente en fait l'empreinte des bulles de gaz qui étaient présentes avant la fragmentation. Alors ces éruptions explosives, c'est les belles images qu'on voit régulièrement à la TV, donc je ne peux pas me priver de vous en montrer. Ici, c'est l'éruption du Cabulco, c'est au Chili en 2015. Donc ici, on a bien entendu affaire à une éruption explosive, on n'a plus un épanchement de lave, c'est toujours de la lave, une composition différente, chargée de gaz, et on fragmente, et on fait maintenant ce qu'on appelle des colonnes éruptives, des colonnes de gaz et de cendres qui sont expulsées dans l'atmosphère à des vitesses phénoménales. Cette énergie qui est impliquée dans ce type d'éruption permet d'envoyer des panaches de gaz et de cendres à des altitudes qui varient de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Donc les panaches de gaz et de cendres liés à des éruptions explosives comme ça peuvent monter jusqu'à 40 km d'altitude dans l'atmosphère. Alors on va voir que ça c'est très important pour les impacts sur le climat. Alors revenons encore à notre diagramme qui montre les quantités de magma qui sont produites par différentes éruptions. Je vous ai dit en début de l'exposé que l'Eyjafjallajökull, c'est une éruption modérée, rien de spectaculaire, les effets ont été conséquents, mais ce n'est pas une grosse éruption. 0,3 km3. Le Laki, éruption effusive, ce n'est pas une éruption explosive, grosso modo 15 km3 de magma produit, 15 km3 de lave. Une autre éruption, je suis sûr la plupart d'entre vous s'en souviennent, c'est l'éruption du Pinatubo en 1991 aux Philippines. Là, on passe à quelque chose de plus intéressant, 5 km3 de magma éjecté sous forme de cendre. Alors attention, on est dans une éruption explosive. Ces 5 km3 de magma, ils sont sortis du volcan en quelques heures. On n'a pas mis 8 mois, c'est quelques heures pour sortir 5 km3 de matériaux sous forme de cendres volcaniques et de bombes volcaniques, d'autres choses, mais pas de coulées de lave. Alors on continue, autre éruption, Krakatoa en Indonésie, 1883, 20 km3. Ça commence à devenir sérieux, aussi en l'espace de quelques heures. Et puis on a mieux, Tambora, 1815, 50 km3 de matériaux sont sortis du volcan en l'espace de 2 jours approximativement. Mais ce n'est pas fini. Yellowstone, 640 000 ans aux États-Unis, 1000 km3 de matériaux sont sortis en 2 semaines. En tout cas, c'est les estimations. On passe dans le régime ici de ce qu'on appelle les super-éruptions. Alors, vous et moi, nous n'en avons pas observé. J'espère que nous n'en observerons pas, parce qu'on va voir que si ça devait se passer, nous aurions de sérieux problèmes. On a déjà assez de problèmes. Hein. Mais ce n'est pas fini. L'éruption du Toba, en Indonésie, 74 000 ans, c'est déjà plus proche de nous. 2800 km3 de magma sont sortis également, on estime, grosso modo, en 2-3 semaines. Et puis alors, il y a quelque chose d'absolument infâme. Wawa Springs, c'est aux États-Unis, 30 millions d'années l'éruption. Les volumes estimés 5500 km3 sont sortis de ce volcan de nouveau sur une période de temps relativement courte. On parle de pas plus de 2-3 semaines à nouveau. Alors, on va commencer par les impacts liés à l'éruption du Pinatubo, la plus proche de nous, une éruption qui représente la plus grande éruption des 100 dernières années.
Le Pinatubo, c'est aux Philippines, sur l'île de Luzon. Il est représenté ici. Et voilà ce que le Pinatubo a fait en 1991, après quelques semaines de réveil. En fait, ce volcan n'était pas repris dans la liste des volcans actifs. C'est un volcan pas du tout spectaculaire, 1400 mètres d'altitude. Il en a perdu grosso modo 200 mètres après l'éruption. Les populations locales ce sont des tribus indigènes, qui s'appellent les Aetas, sont descendues des flancs du volcan en avril pour alerter les autorités locales en disant que les collines fument, que les sources deviennent chaudes, et en l'espace de quelques semaines, le 12 juin 1991, le volcan explose, envoie une colonne de gaz et de cendres à 35 km d'altitude. C'est une éruption qui était très bien documentée parce qu'à proximité du volcan, il y avait la base militaire de Clark, une base américaine. Les Américains sont partis, ne sont jamais revenus d'ailleurs, après l'éruption. Et donc, c'est une éruption qui a été très bien suivie, et c'est vraiment une éruption qui a permis de comprendre l'impact que ce type d'activité peut avoir sur le climat. Alors, associé à ces éruptions, il y a bien sûr ce panache de cendres et de gaz qui est injecté très haut dans l'atmosphère. On a d'autres phénomènes aussi qui sont délétères, dévastateurs. C'est ce qu'on appelle les coulées pyroclastiques, ou parfois on les appelait les nuées ardentes. Alors ces coulées pyroclastiques, c'est quoi? Quand vous avez un panache de cendres, une colonne de cendres et de gaz qui est injectée dans l'atmosphère, elle peut grimper dans l'atmosphère parce qu'elle est moins dense que l'air environnement. À un moment donné, ça se refroidit, enfin c'est pas à un moment donné, ça se refroidit petit à petit. Quand vous refroidissez, vous augmentez la densité, et cette colonne de gaz et de cendres ne peut plus monter, et elle s'effondre. Et quand elle s'effondre, elle dévale les flancs du volcan en suivant prioritairement les vallées, mais il y a tellement d'énergie là-dedans qu'en général ça sort des vallées, et on a ce qu'on appelle ces coulées pyroclastiques. Ça dévale les flancs du volcan à 300-400 km/h. C'est des températures qui peuvent aller jusqu'à 600 degrés, et donc quand vous êtes pris là-dedans, vous ne pouvez absolument rien faire. Je vais vous montrer une vidéo qui peut être un petit peu perturbante quand on sait que 42 personnes sont décédées dans cette coulée pyroclastique. C'est une coulée pyroclastique qui a été filmée, c'est une des premières qui a été filmée en 1991 sur un volcan qui s'appelle Lunzen au Japon. Et dans cette coulée pyroclastique, malheureusement, les volcanologues Maurice et Katia Kraft, qui étaient des chasseurs d'images, sont décédés. Alors ici, cette coulée pyroclastique a été générée par l'effondrement d'un dôme de lave. C'est un mécanisme un petit peu différent, mais le produit, la coulée pyroclastique, est identique. Et donc je vous laisse regarder ça. Donc c'est filmé en direct, ça a été filmé en direct à l'époque. About 10 times bigger than all that came before. Within moments, it overwhelms the valley. Vous voyez là, la coulée est sortie de la vallée. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katya, and 41 others are dead. Alors la raison pour laquelle les journalistes et Maurice et Katia Kraft ont péri dans cette coulée, c'est jusqu'alors en fait on ne pensait pas que les coulées pyroclastiques avaient suffisamment d'énergie que pour sortir des vallées. Et Maurice et Katia Kraft se sont placés sur le bord, sur le sommet des vallées pour faire les premières images de ces coulées pyroclastiques, et lorsque la coulée est arrivée, ils n'ont absolument rien pu faire. Ces coulées pyroclastiques ici, c'est une petite coulée pyroclastique. Il y a des exemples de coulées pyroclastiques absolument phénoménales qui dépassent l'entendement. Ce qui se passe également dans ces coulées pyroclastiques, c'est qu'il y a une remobilisation des cendres et on peut recréer une nouvelle colonne éruptive qui repart dans l'atmosphère à des altitudes qui peuvent aussi atteindre 30-40 km. On a des exemples de coulées pyroclastiques qui ont parcouru 100-150 km avant que de se stabiliser, on va dire. Ces coulées pyroclastiques sont responsables de la destruction d'Herculanum et de Pompéi, l'éruption du Vésuve 79 ans avant Jésus-Christ. Les gens ont été littéralement pétrifiés. La raison pour laquelle ces coulées pyroclastiques sont
sont extrêmement dangereux, c'est le risque volcanique principal. La raison pour laquelle ces coulées pyroclastiques sont extrêmement dangereuses, c'est parce qu'elles sont chaudes, ça arrive très vite, on n'a pas le temps de bouger, une coulée de lave, on peut bouger, et en fait les gens meurent, non pas d'asphyxie, mais ils sont littéralement, leurs poumons sont carbonisés. Alors, c'est aussi une coulée pyroclastique qui a mené à la destruction de la ville de Saint-Pierre en Martinique en 1902, 30 000 morts. Voilà la ville avant l'éruption et la coulée pyroclastique, et voici la ville. Ce sont des photos d'époque, voici la ville après le passage de la coulée pyroclastique lors de l'effondrement de la montagne Pelée. Plus proche de nous, c'est au Montserrat, dans les Caraïbes, la ville de Plymouth, une éruption qui a duré, qui s'est arrêtée, qui a reprise, et où il y a eu plusieurs coulées pyroclastiques. Voilà ce que ça laisse, ce qu'une coulée pyroclastique laisse derrière elle. Donc, ce sont des phénomènes extrêmement violents et extrêmement destructeurs. Mais ce n'est pas l'unique chose. Les éruptions volcaniques de type explosif font aussi d'autres choses. Et on va parler maintenant un petit peu des cendres volcaniques et des impacts que les cendres volcaniques ont, en plus des impacts liés aux coulées pyroclastiques. Alors ici, c'est l'éruption du Pinatubo, toujours en 1991. Les contours en rouge représentent les Philippines. Et puis, ce que vous voyez ici, en bleu, c'est la dispersion du panache. C'est une image satellite. On regarde le volcan du haut. C'est la dispersion du panache. Et en fait, l'étalement de ce panache, de la partie de l'ombrelle, si vous voulez, du panache, après quelques heures, on avait quelque chose qui faisait 1100 km de diamètre. Et donc, évidemment, les cendres, après, sont transportées dans l'atmosphère, elles se déposent. Il a fallu environ, ça varie un petit peu, il a fallu grosso modo 2 semaines pour que les cendres fassent le tour du globe, soient emportées par les vents stratosphériques dans la haute atmosphère. Alors, les paysages, évidemment, après des éruptions comme ça, sont des paysages de catastrophe. Les cendres volcaniques, rien ne l'arrête, ça tombe du ciel, ça se dépose partout. Ceci est une partie de la base de Clark. J'étais aux Philippines il y a quelques semaines, et voilà ce qu'on peut trouver encore 25 ans après l'éruption. Donc on est environ à 7-8 km du volcan ici, et voici une couche de cendres qui fait 30 cm d'épaisseur, et ce qu'on voit en dessous ici, c'est bien évidemment le sol. Alors, on dit souvent que les cendres volcaniques, c'est fertile. Alors je vous dis oui, les sols volcaniques sont fertiles. Les cendres volcaniques, c'est fertile si vous y mettez de la matière organique, sinon ça ne va pas. Et ceci est un bel exemple, parce que les communautés locales ici, qui sont de nouveau ces gens qui vivent dans la montagne, les Aetas, ils ne peuvent rien cultiver là-dedans. Et le problème qu'ils ont, c'est que le sol est situé trop profondément, ou plutôt la couche de cendre est trop épaisse, et donc lorsqu'ils cultivent, c'est avec un bœuf et une petite charrue. Le socle de la charrue fait 15-20 cm. Ils ne savent pas aller chercher le sol ici en dessous. Et donc cette couche de cendre ici est tout à fait inutilisable. Et donc ils essayent différentes techniques, mais ce sont des gens d'abord très pauvres, et puis par ailleurs ce sont des terrains très escarpés. Donc cette idée souvent qu'on entend, les cendres volcaniques c'est fertile, oui s'il y en a un petit peu, non si vous en avez beaucoup. Alors, si le sol n'est pas complètement enfoui, si les plantes ne sont pas complètement détruites, vous pouvez retrouver ce genre de choses où la cendre volcanique va se déposer à la surface des feuilles et ça va engendrer toute une série de problèmes. On voit de la pourriture se développer, il y a des baisses de rendement, les fruits ou les légumes ne sont plus vendables parce qu'ils sont légèrement abîmés. Donc il y a toute une série de conséquences secondaires auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui font que les communautés locales qui vivent auprès des volcans explosifs sont réellement soumis à beaucoup de pression. C'est une cause de perte de revenus. Alors les cendres volcaniques peuvent être toxiques également. Il y a plusieurs études. On ne sait pas encore très bien d'où vient la toxicité. Ce n'est pas toutes les cendres qui sont toxiques, pas tous les types de cendres. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des concentrations de particules de cendres volcaniques, quand vous avez des concentrations de particules élevées dans l'air, c'est simplement toxique, comme si vous étiez en train d'abattre un mur où vous avez beaucoup de poussière. Bon, il faut mettre un masque, c'est exactement la même chose ici. Donc, il y a des effets aigus qui sont très clairs, des effets chroniques, donc à plus long terme, qui sont moins clairs lorsqu'on parle de toxicité des cendres. Lorsque les cendres volcaniques se déposent sur les infrastructures, ça crée toute une série de problèmes ici. Ici, c'est un avion dans l'aéroport de Catane en Sicile en 2001.
Et donc il est évident que quand on a des choses comme ça, ça pose pas mal de problèmes de maintenance et s'assurer que l'avion est toujours opérationnel, bien entendu. Alors, l'éruption du Pinatubo a été accompagnée accompagnée de la libération, de l'injection de gaz volcaniques également dans l'atmosphère. C'est bien les gaz volcaniques qui sont à l'origine de l'explosivité de ces éruptions. Et donc pour le Pinatubo, en l'espace de quelques heures, on a injecté grosso modo 9 millions de tonnes de soufre en l'espace de quelques heures. C'est toujours rapporté par an ici. Les 9 millions de tonnes de soufre ont été injectées en une fois ici. Il ne s'agit pas d'une période longue comme pour les éruptions fissurales. Alors, je vous ai montré ces photos où on voit le panache éruptif, cette colonne de gaz et de sang qui est injectée très haut dans l'atmosphère, dans la partie supérieure de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère. Et en fait, plus l'éruption est violente, plus le panache va haut. Alors ça, c'est important parce que dans ce panache, effectivement, il n'y a pas que des cendres, il y a du soufre. Il y a des composés soufrés, c'est du dioxyde de soufre et de l'hydrogène sulfuré. Et ce qui est montré sur ce diagramme, vous avez l'altitude du panache en fonction du flux de matière, du taux de matière éjecté en kilos par seconde. L'Eyjafjallajökull, il est ici. Grosso modo, le panache est arrivé tant bien que mal à 10 km, c'est la limite entre la basse et la haute atmosphère, qu'on appelle la troposphère et la stratosphère. Le Pinatubo, on est, comme je vous l'ai dit, à des altitudes de 35-40 km. Alors ça, c'est très important parce que les émissions industrielles de soufre sont injectées à basse altitude, 300-400 mètres d'altitude. Dans cette zone à proximité de la Terre, il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de mouvements, et l'air est nettoyé, si vous voulez. Lorsque vous injectez des polluants dans la haute atmosphère, l'air n'est plus nettoyé, c'est beaucoup plus stable, ces polluants ne sont plus transportés par la pluie vers la surface, et donc peuvent rester dans l'atmosphère pour des périodes de temps qui peuvent être significatives s'il n'y a pas beaucoup de chimie qui se passe là-dedans. Alors un petit peu de chimie, rapidement. Les volcans émettent principalement du dioxyde de soufre quand on parle des composés soufrés, et ce dioxyde de soufre qui est ici réagit avec le détergent de l'atmosphère. C'est un composé qu'on trouve, les radicales hydroxyles, c'est ce qu'on trouve dans l'atmosphère. C'est quelque chose d'extrêmement réactif, ça réagit un peu avec tout, mais quand vous avez du SO2, du dioxyde de soufre, la réaction donne lieu à la production d'acide sulfurique, de gouttelettes d'acide sulfurique qu'on appelle des aérosols. Ce sont des gouttelettes qui ont des tailles inférieures à, c'est 1/1000 de millimètre, un petit peu plus, on est dans ce qu'on appelle le micron, il y a aussi de l'eau. Ça, c'est super important pour comprendre l'impact des volcans sur les climats, l'impact des éruptions volcaniques explosives sur les climats. On forme ici ces aérosols. Alors voici une photo prise par la navette spatiale de l'époque, j'ai oublié le nom, en 1991 lors de l'éruption du Pinatubo. Vous avez ici les nuages à la base de la stratosphère, donc cette partie de l'atmosphère à haute altitude. Et ce que vous voyez ici, ce sont des couches d'aérosols de l'éruption du Pinatubo. Ce sont ces couches de gouttelettes d'acide sulfurique qui sont suspendues dans l'air et qui vont rester dans l'air pendant 2, 3, 4 années. Ce qui se passe alors, c'est que le rayonnement visible et ultraviolet qui proviennent du Soleil interagissent avec ces aérosols et vont être, je m'y perds dans mes boutons, et vont être réfléchis un peu dans toutes les directions. La conséquence de ça, c'est que vous amenez moins de rayons visibles et ultraviolets, autrement dit moins de chaleur, moins d'énergie à la surface de notre planète. Et ce qu'on a observé après l'éruption du Pinatubo, c'est un réchauffement de la température, un refroidissement de la température moyenne du globe. Alors pour l'éruption du Pinatubo, on a observé une diminution de l'ordre de 1,5 degré. Alors vous allez dire, oui, c'est rien du tout, mais c'est la diminution globale, c'est moyenné pour toutes les températures du globe. Et donc c'est en fait significatif, ça a contrecarré un petit peu le réchauffement lié aux gaz à effet de serre pendant quelques années.
ce qu'on observe aussi, ça c'est pas encore très bien compris, c'est des distributions, si vous voulez, des anomalies de température suite à une éruption volcanique, des distributions qui ne sont pas homogènes. Donc on n'a pas un refroidissement partout, on n'a pas une augmentation de température partout. Il y a des zones où le climat s'est refroidi, des zones où il s'est réchauffé en fonction des saisons. Et là on part dans des conditions météorologiques et je serais bien capable de vous en expliquer les détails. Et d'ailleurs les modélisateurs ne comprennent pas encore tout. Nous avons parlé donc de l'éruption du Pinatubo, une éruption l'éruption la plus grande ou la plus importante des 100 dernières années. On va parler un petit peu d'une autre éruption relativement proche de nous, 1815, l'éruption du Tambora. 50 km3 de magma ont été produites, ont été déchargées sous forme, expulsées dans l'atmosphère sous forme de cendres volcaniques. Et bien sûr, tout ça a été accompagné de gaz volcanique. Alors le Tambora, c'est en Indonésie, sur l'île de Sumbawa. Et le Tambora, il ressemble à ceci maintenant. C'est un volcan qui est, l'altitude, c'est environ 2800 mètres d'altitude. Et ce que vous voyez, bien entendu, au sommet, c'est cet énorme cratère ici qui a été produit par l'éruption du Tambora. Et je vous montre à nouveau une petite vidéo prise par, je ne sais pas si c'est un drone ou un hélicoptère, et qui vous montre l'ampleur de ce cratère. C'est un cratère qui fait 6 km de diamètre, 1 km de profondeur, et donc qui a été produit, c'est ce qu'on appelle une caldeira. Une caldeira, c'est un cratère qui a plus de 2 km de diamètre et qui est produit par effondrement à un moment. Alors, le Tambora, l'éruption du Tambora, en fait, assez étonnamment, ce n'est que récemment que l'on commence à comprendre l'impact de cette éruption et que de plus en plus de gens s'y intéressent parce que c'est un peu une éruption oubliée, si vous voulez, mais vous allez voir que les conséquences pour notre planète ont été dévastatrices. Alors la vidéo suivante, ça vous montre en fait une reconstruction du volcan avant l'éruption. Donc voilà le volcan tel qu'il apparaît maintenant, et on sait que le volcan a perdu 1500 mètres d'altitude. Le volcan a été tronqué de 1500 mètres lors de cette éruption. Voilà à quoi ça ressemblait, et l'éruption a décapité le sommet du volcan. Et donc ce volcan avait 3000, 3300, 3400 mètres d'altitude, non que dis-je, 4400, 4500 mètres d'altitude avant l'éruption. Alors, le Tambora, c'est quelque chose qui devient bien sérieux, puisque quand on regarde aux quantités de soufre qui ont été émises par le Tambora, de nouveau on compare aux émissions industrielles, etc. Vous voyez, le Tambora se situe à 30 millions de tonnes de soufre par an, c'est grosso modo 3 fois plus que le Pinatubo. Même problème évidemment, refroidissement global de la température du globe. On estime que cet effet a duré grosso modo 10 ans. Et c'est l'année de l'éruption du Tambora, c'est une année qui est connue dans les annales comme l'année sans été. Et effectivement, cette année-là, en 1816, on retrouve dans les archives, on retrouve des témoignages d'un été extrêmement froid, d'un hiver extrêmement froid également. Il a neigé pendant l'été aux États-Unis, il neigeait en Europe. Et donc, cet hiver, cette année sans été, c'est l'année 1816. L'année 1817 également était une année exceptionnellement froide, et ceci est lié à l'éruption du Tambora. Et à nouveau, on fait les liens seulement maintenant. On commence à comprendre maintenant ce que cette éruption a engendré en termes de perturbations climatiques. Alors ceci, c'est une petite animation qui vous montre l'évolution des températures à partir de janvier 1815. L'éruption du Tambora, c'est en avril 1815. À nouveau, quand il fait froid, c'est bleu, quand il fait chaud, c'est rouge. Et vous allez voir que c'est un modèle, évidemment, et vous allez voir comment les températures... Avril, c'est l'éruption, on passe en mai, on passe en juillet, en août, et vous voyez les températures qui plongent littéralement sur les continents américains, le sous-continent indien également, en Chine, en Asie. Et donc, cette anomalie de température a duré certainement une dizaine d'années, mais les effets plus prononcés ont été les 2-3 années qui ont suivi l'éruption. Alors, on retrouve de nouveau dans les annales, dans les récits de l'époque,
on retrouve plein d'indications qu'il s'agissait d'une année absolument exécrable en termes de climat. Et donc ici, c'est tiré des mémoires d'un maire d'une petite ville alsacienne et qui explique que, en raison de ces températures extrêmement froides, les récoltes ont été dévastées. Il y a eu des famines notables, il y a eu des famines en Chine, des famines en Inde, le choléra, il y a eu des épidémies de choléra et de peste qu'on lie à ces conditions difficiles, ces conditions où les gens avaient faim. À Strasbourg, là, ce monsieur habitait non loin de Strasbourg, il y avait des mendiants partout. On retrouve tout ça maintenant, il y a un magnifique livre qui vient d'être publié, c'est en anglais, et c'est écrit par un historien en fait, qui a fait un travail de compilation fantastique. Ça lui a pris apparemment 6 ans, et quand vous lisez ça, vous comprenez vraiment comment il y a eu des impacts absolument dévastateurs pour les populations locales. On parle de gens qui font cuire leurs semelles de chaussures, qui font cuire le cuir pour manger. Et donc, on est seulement en train de comprendre l'impact de cette éruption. 1815, c'est près de nous, ça peut arriver demain, je ne veux pas jouer Monsieur Catastrophe, ça peut arriver demain, dans une semaine. Nous sommes dans des sociétés extrêmement complexes maintenant, et donc il est très possible, si une éruption se passe comme ça, nous aurons de sérieux problèmes. Alors, il y a d'autres témoignages aussi. La présence de particules, de ces aérosols de gouttelettes dans l'air, a été responsable de phénomènes météorologiques spectaculaires. Donc il y avait des couchers de soleil absolument merveilleux. Et donc on a retrouvé dans certaines peintures de peintres connus comme M. Turner, alors personnellement je ne le connaissais pas, mais c'est un anglais, et on retrouve comme ça dans les peintures des témoignages de ces conditions météorologiques et climatiques absolument exceptionnelles dans les années qui ont suivi l'éruption du Tambora. Le personnage de Frankenstein a été en fait inventé durant cette année sans été. L'auteur Mary Shelley, qui est une Anglaise, s'était réfugiée à Genève et, inspirée sans doute par les conditions météorologiques exécrables, a inventé ce personnage de Frankenstein durant l'année qui a suivi l'éruption du Tambora. Alors c'est pas fini, et j'ai bientôt fini, mais c'est pas fini. Le Pinatubo, on en a parlé, le Tambora, et puis il y a un autre qui active les passions, c'est l'éruption du Toba. On est dans les super éruptions maintenant, 2800 km3 de cendres, de magma pulvérisé dans l'atmosphère. Le Toba, à nouveau, est en Indonésie, sur l'île de Sumatra, c'est au nord de Sumatra. Alors le Toba, je ne sais pas quoi dire. Le Toba, c'est un cratère qui fait 100 km de long et 30 km de diamètre. Donc là, on n'a plus de mots, on ne comprend pas, on comprend, on ne comprend pas. Le lac que vous voyez ici, c'est le lac Toba, c'est le lac qui occupe ce cratère de 100 km sur 30 km. Il y a une île au centre qui s'appelle l'île de Samosir, où on trouve une population qui s'appelle les Batak en Indonésie. Et cette éruption du Toba, elle a dispersé les cendres sur une superficie phénoménale. On retrouve des cendres du Toba à plusieurs milliers de kilomètres du volcan. L'Inde, le sous-continent indien, a été enseveli sous les cendres, plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres. Donc cette carte représente le Toba. Le Toba est ici, et ceci représente en fait les couches de cendres qui ont été déposées. Donc les chiffres que vous voyez sont des centimètres. Donc ici on a 30 cm, 10 cm, 3 cm de cendres. Alors le Toba active les passions, continue à activer les passions, parce que selon certains, et c'est une hypothèse qui a été émise il y a 15-20 ans je pense, des études génétiques suggèrent que au moment de l'évolution de nos ancêtres, les Homo sapiens, il y a eu un étranglement dans la population, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution significative de la population d'Homo sapiens. Et ça correspond grosso modo à cette époque. Et donc certains ont lié l'éruption du Toba à ce qu'on appelle le bottleneck en anglais, cet étranglement dans la démographie, et qui aurait pu nous être fatal. Heureusement, quelques milliers ont survécu, et puis on est reparti.
Alors, cette hypothèse qui semble assez plausible, elle est basée sur l'idée que le Toba aurait émis 3600 millions de tonnes de soufre. Et donc, ce que ces auteurs, ces études ont fait à l'époque, ils ont extrapolé les quantités de soufre à un refroidissement. Et donc, ils ont dit, avec autant de soufre dans la haute atmosphère, les températures ont dû plonger de 10 degrés. Et donc, on est passé dans une ère quasi glaciaire. Alors, cette hypothèse a été vantée, a été vendue durant de nombreuses années, mais les choses sont un petit peu différentes maintenant, parce que des études plus, je ne vais pas dire plus sérieuses, mais des études détaillées montrent en fait que les quantités de soufre émises par ce volcan sont sans doute 100 fois inférieures à ce qui avait été suggéré auparavant, ce qui change complètement l'histoire. Alors, ça vous montre en fait que d'un volcan à un autre, on n'a pas nécessairement les mêmes impacts, que ça va dépendre effectivement de la localisation. Un volcan situé dans les tropiques ne va pas avoir le même impact qu'un volcan situé aux latitudes nord. Ça vous montre aussi que les quantités de soufre qui peuvent être émises par un volcan, il n'y a pas que du soufre, varient. Dans des volcans de type explosif, on va avoir du soufre mais très peu de fluor, en général. Dans les éruptions de type effusive, donc laki, les éruptions de trappe, on peut avoir pas mal de fluor et d'autres composés également. Alors évidemment, la grande question pour nous, c'est quand et où aura lieu la prochaine grande éruption volcanique. Elle aura lieu quand? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Ce qu'on sait en tout cas, c'est quand plus la période de repos d'un volcan est longue, plus l'intensité de l'éruption qui suivra sera forte. Ça, c'est acquis. Et la raison à cela, c'est simplement que plus vous laissez de temps au magma de s'accumuler sous le volcan, plus il va y en avoir. Et donc, si effectivement le volcan rentre en éruption, il y aura une plus grande quantité de magma susceptible d'être injecté, susceptible d'être fragmenté et injecté dans l'atmosphère sous forme de cendres quand on parle des éruptions volcaniques de type explosif. Et donc, vous voyez ici que ce graphe, ce qu'il représente, c'est que pour ce qu'on appelle les super-éruptions, donc type Toba, on voit que des éruptions comme ça, sur une période d'1 million d'années, on a peut-être une éruption, 2 éruptions, 10 éruptions sur 1 million d'années. Donc la probabilité est faible, mais elle est là. Ceci dit, il ne faut pas une éruption comme le Toba pour nous causer de sérieux problèmes. Une éruption comme le Tambora en 1815 suffirait à avoir des conséquences extrêmement graves pour nos sociétés. Et à nouveau, un exemple, un rappel à l'ordre a été cette éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, une petite éruption, et on a vu ce que ça a causé comme problème. Alors, où cette éruption aura-t-elle lieu? Personne ne le sait. Évidemment, il y a des bons candidats. L'Indonésie est un bon candidat, les Philippines, les États-Unis, Yellowstone, on en parle. Maintenant, on n'y est pas encore. Ça peut être un volcan en Amérique latine, ça peut être un volcan dans un lieu qu'on n'a même pas considéré maintenant, parce qu'il existe encore beaucoup de volcans qui ne sont pas bien connus, qui ne sont pas bien caractérisés, des reliques d'anciennes éruptions qu'on n'a pas encore découvertes, donc on ne sait pas où sera la prochaine grande éruption, mais il y aura une prochaine grande éruption. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'accueille vos questions.